jamais été très loin, puisque j'ai dû être abonné au peuple breton à partir de l'âge de 16 ans à peu près. Donc je lisais la prose de l'UDB, même si bon, j'avais d'autres occupations, puisque dans un premier temps, la Bretagne, c'est plutôt au niveau culturel que j'ai pris mes engagements. Et puis, à un moment donné, le politique m'a rattrapé par la manche, donc je me suis retrouvé candidat donc, sur la circonscription de Pleyhermel. Alors, le fait régional, je crois que c'est la bonne échelle, en particulier la nôtre, 4-5 départements. C'est la bonne échelle aujourd'hui, avec, je dirais, les communications qui sont les nôtres, pour avoir un sentiment qui soit à la fois de proximité et aussi un sentiment de faire groupe. Parce que c'est important. Alors, je rigole un peu parce qu'à l'Assemblée nationale, des fois, nous avons des discussions intéressantes. Et donc, lors de la loi sur le découpage des régions, loi sur laquelle nous avons voté dans mon groupe majoritairement contre, où certains se sont abstenus, mais en tout cas personne n'a voté pour. Et il y avait le problème du sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Alors évidemment, le sentiment d'appartenance, certains le voient comme quelque chose d'un renfermement, etc. Mais il m'est arrivé de prendre la parole pour dire que le sentiment d'appartenance, c'était justement le moteur qui nous faisait avancer, et qui nous faisait avancer ensemble. C'est-à-dire pas des catégories sociales les unes à côté des autres, pas des gens qui... quelquefois, on voit malheureusement qu'on arrive à se tirer dans les pattes, mais qu'on arrivait à se mettre d'accord à un moment donné pour avancer. C'était ça le sentiment d'appartenance. Et c'est ça qui fait, bien souvent, notre particularité, y compris quelquefois à l'Assemblée nationale, où il arrive que, comme par hasard, on retrouve tous les Bretons en train de défendre quelque chose que les autres ne veulent pas forcément nous donner. Donc il y a des questions comme ça qui ne sont plus des questions de parti, qui sont des questions d'origine, ou qui sont des questions de territoire. Et ça, on le voit bien. Donc moi, j'ai toujours été conscient d'une part d'être breton, et autre chose, parce que moi, j'aime pas l'exclusive. Hein. Je veux bien être quelque chose d'autre, pour peu qu'on ne me l'impose pas d'une part, et pour peu qu'on ne me dise pas que ce que je suis d'origine, ça doit disparaître. Parce que alors là, il faut quand même pas exagérer. Je sais qui je suis, on va pas m'expliquer que je suis quelqu'un d'autre. Ou alors, je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Donc, ces discussions-là, effectivement, on le voit. Donc, l'élément régional, je pense que c'est un élément pilier chez nous. C'est un élément pilier, et honnêtement, il n'est pas forcément contesté en tant que tel à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que tout le monde sait que je suis breton. Alors, il n'y a pas de problème. Il y a des députés, on ne sait pas de quelle région ils sont. Je peux vous dire que la plupart des députés bretons, on sait qu'ils sont bretons. On sait qu'ils sont bretons parce qu'ils prennent un certain nombre de positions, parfois, quelquefois qui peuvent être contraires à leur propre parti, d'ailleurs. Donc on arrive à trouver ça aussi. Et je crois que l'UDB a un rôle important là-dedans. Un rôle important parce que je vois bien que sur certaines questions, si je n'étais pas là pour avoir, quelque part, pour porter une voix, eh bien, je pense que les autres se retrouveraient un petit peu plus mis en difficulté parce qu'ils n'ont pas forcément l'armature idéologique que j'ai pu trouver à l'UDB. Cette armature idéologique, ça permet évidemment de savoir pourquoi on est breton et pourquoi on est de gauche. Parce que l'UDB est bien un parti breton de gauche. Et à partir de ce moment-là, on peut l'expliquer aux autres et on peut les attirer vers nous. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je crois que bon, j'ai eu quelques modestes victoires, évidemment. J'aurais espéré, si nous avions été 2 ou 3, c'est vrai qu'on aurait pu être encore plus efficace. Et si on avait été 40 régionalistes, on aurait eu un groupe. Et je peux vous dire qu'à 40, c'est pas compliqué. On peut faire tomber une majorité et on peut faire qu'une loi soit votée ou pas votée. Et alors à ce moment-là, ça vous donne effectivement un point important. Ça vous donne un point important. Donc, 1, c'est pas évident. 18, quelquefois, au groupe écolo, on arrive effectivement à faire passer un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que vous voyez, quelquefois, il n'est pas... Sur 577, il n'est pas forcément donné d'être 230. Alors, pour avoir un gouvernement à son nom, oui. Mais pour influer dans un sens ou dans un autre, ça peut être très important. Donc, vous voyez, finalement, ce qu'il y a devant nous, c'est faisable, à un moment donné. Alors, c'est vrai que chez nous, le sentiment régional, ou on pourrait appeler national, si vous voulez,
puisqu'il peut y avoir plusieurs nations, et puis on peut avoir des poupées gigognes, hein, ça ne me gêne pas, parce qu'on peut être breton, français, européen. Donc c'est quelque chose d'important. Alors tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui me tient également à cœur, puisque moi je suis dans une circonscription qui fait tout l'est du Morbihan. Donc depuis Ménéac, Moron, jusqu'à Pénétin. Et puis ça va en pointe, parce que j'ai juste une commune maritime, c'est Pénétin. Donc c'est une région essentiellement d'agriculture intensive. C'est une région de petites PME, pour la plupart. Les plus grosses, c'est souvent celles qui sont issues des coopératives qui ont réussi et qui ont quelques difficultés ces temps-ci, puisque j'ai été quand même un peu embêté par Doubs et par Gade. Hein, il a fallu gérer. Et donc, je vois bien que le développement économique qui est le nôtre aujourd'hui, il est quelque part, comme on dit en français, endogène. Endogène, ça veut dire qu'il se fait localement. Et je crois que l'intérêt de la régionalisation, c'est un peu aussi le modèle allemand, quelque part, c'est-à-dire de s'appuyer sur nos PME, de les faire grandir et de leur donner une taille européenne, voire une taille mondiale. Parce que finalement, on peut être leader dans un domaine, et un leader incontesté et incontestable sur toute la planète. Il n'y a pas forcément à être un grand leader partout. On peut être leader dans un marché, qui est un marché de niche, mais un marché important, qui fait que finalement, vous pouvez exporter dans le monde entier parce qu'on a besoin de vos produits et donc on est prêt à les acheter le prix qu'il faut mettre, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais vous voyez bien qu'on a besoin, d'identifier les PME qui sont capables de grandir, de leur donner la possibilité de le faire, et leur donner la possibilité de le faire, on ne va pas leur apprendre à faire leur métier, pas à produire, mais ils vont avoir besoin de nous, parce que la législation est quand même hyper compliquée, pour dire les choses clairement, que tu as raison de souligner que ce ne sont pas les élus qui ont le pouvoir d'appréciation de la loi, mais le préfet. C'est un peu curieux. C'est un peu curieux. C'est-à-dire on élit des élus, et ce n'est pas eux qui peuvent adapter la loi, mais c'est le préfet qui, lui, n'est pas élu. C'est quand même un peu curieux, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il va falloir aussi leur donner le plan de financement derrière, pour les faire grandir. Donc souvent, on sait produire, on ne sait pas forcément organiser derrière, on ne sait pas forcément non plus vendre. Alors si je prends les coopératives agricoles, c'est peut-être, je dirais, le pire, parce qu'on a des producteurs qui sont capables de produire à des prix relativement faibles, mais la transformation ensuite n'est pas valorisée, et puis l'image qu'il y a derrière est une très mauvaise image. Donc il faut travailler là-dessus, et il faut aller évidemment vers des modèles qui sont de plus en plus, j'allais dire, bénéfiques pour l'environnement. Ça va de soi, parce que derrière, c'est de la valeur ajoutée. C'est ce modèle-là qu'il faut favoriser. Donc je crois que certains d'ailleurs en sont très conscients, sans problème. Et ils se demandent comment ils vont pouvoir effectivement passer à ce cap-là. Donc et je crois que le fait régional, eh bien, c'est ce qui va nous permettre globalement de passer cette transition économique qu'on a aujourd'hui et qui est difficile. Elle est difficile. Je le vois bien, hein, et encore je ne suis certainement pas celui qui est le plus touché, parce que dans le pays de Plermel, depuis 2 ans, on a la même, le chômage est resté une courbe plate, stable. Ce n'est pas le cas partout. Donc, moi je suis intimement persuadé que c'est la région qui est notre univers. Et alors, il y a notre univers et puis surtout notre avenir. Et derrière, on a quelques bémols. C'est pour ça que la dernière loi qu'on a discutée, on a dû terminer la semaine dernière, on a dû voter, il me semble. Hein. C'était mardi, non? Ouais, c'était mardi, c'est ça. Le discours de politique, enfin bon, non, je rigole un peu parce que j'avais commencé en disant, voilà, cette loi, bon, c'est pas la nôtre, j'avais fait un peu un jeu de mots parce que la loi s'appelle Notre, justement. On n'a pas fait exprès, on fait comme ça. Et donc, pourquoi elle n'était pas la nôtre? Parce que elle était quand même très timide. Et je leur avais dit que la centralisation, eh bien, c'était très bien quand on avait des dictatures, parce que c'est, par exemple, les 2 Napoléons. Mais qu'aujourd'hui, quand on a des modèles qui sont des modèles démocratiques, c'est des modèles ascendants. C'est donc ça part de la base pour remonter vers le haut. Et pas l'inverse. Le modèle militaire qui a été celui de Napoléon, c'est l'inverse. Ça monte d'en haut, le chef commande, et après on exécute.
Donc ça, dans un domaine démocratique, ça ne fonctionne pas très bien. Et on le voit bien aujourd'hui, parce qu'on voit même que notre système administratif, ça bloque, ça s'engorge. Et j'avais dit même se sclérose. On le voit bien, parce que quand on a un problème, en fait, soit il est réglé directement par le préfet, mais si le préfet trouve que bon, c'est un peu juste, etc., ça remonte directement au ministre. Donc le temps, et si c'est de l'interministériel, il faut plusieurs ministres en même temps. Donc là, ça remonte carrément au premier ministre. Alors, et quelquefois, pour des choses, franchement, c'est pas à eux de s'occuper de ça. Et donc ce système, effectivement, il est largement sclérosé. Alors, nous, ce qu'on leur avait dit dans la loi NOTRe, c'est que tant que les régions n'auront pas le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire une adaptation, eh bien, on aura ce problème-là. Et c'est pour ça que dans la loi NOTRe, il y a juste, tiens, la porte est entrouverte, on a réussi à y mettre le pied, à peu près tout, donc, bah, ça va quand même dans le bon sens. Alors, il y avait un exemple qui était tout bête, vous avez certainement entendu parler de la taxe sur le mouillage. Non, parce que sur la côte, là, c'est un peu royanneux, comme on dit chez nous. Hein. Donc, la taxe sur le mouillage. En fait, pourquoi elle est arrivée, cette taxe sur le mouillage? Parce que, en Corse, vous avez les Bouches de Boniface, et il y a un certain nombre de bateaux italiens, 150 mètres, 100 mètres, qui viennent et qui se mettent un peu partout, qui font des dégâts, etc. Donc, la collectivité territoriale de Corse dit, bon, bah, on va mettre une taxe de mouillage, comme ça on les mettra dans certains endroits, ils abîmeront éventuellement ces endroits-là, mais pas le reste. Ah, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ça, parce qu'il faut passer par une loi. Alors, s'ils avaient la possibilité de faire une loi de pays comme la Nouvelle-Calédonie, ce serait fait, mais ils ne l'ont pas. Donc, il faut faire une loi, la loi, elle est forcément générale. Elle doit s'appliquer partout, de Dunkerque à Boniface. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait après? Ben, après, on est obligé d'avoir des contorsions pour faire une loi qui, finalement, s'appliquera qu'à la Corse. Alors, en fait, c'est ça. Alors, les gens voient ça et disent, attendez, ça va être général, donc, on envoie, et puis on voit, tiens, voilà qu'il a signé, donc on va lui envoyer une lettre. Bon, très bien. Et puis, ben, voilà, en fait, on s'est arrangé, effectivement, pour que la loi ne soit applicable qu'en Corse, quasiment. Mais vous voyez quand même qu'on est quand même obligé de faire... en fait, on torture le droit, quelque part, pour ça. Alors qu'on aurait dit à la Corse, ben, débrouillez-vous avec vos aires marines, vous vous démerdez, et puis moi, on n'en parle plus. Ben non, c'est pas possible. Donc je crois que ça, c'est important. Alors, évidemment, ça contribue à la... Alors, à ce que les lois soient absolument pas claires du tout, parce que forcément, elles ne sont pas lisibles. Après, le juge... Bon, il dit, oh, les députés, ils font n'importe quoi, ils font des lois, là, on comprend rien, on n'arrive pas à les appliquer. Et puis, évidemment, après, ça laisse au préfet la possibilité de le faire ou pas, mais il peut être envoyé après au tribunal administratif, etc. Donc, finalement, c'est le bordel, pour être clair. Et donc, nous, ce que nous proposons, effectivement, c'est un pouvoir qui soit largement plus décentralisé et qu'on fasse confiance, comme disait quelqu'un de bien connu, confiance au territoire. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Et je crois que pourquoi j'ai toujours suivi l'UDB à ce niveau-là, c'était pour cette question-là. Cette décentralisation différenciée. Alors c'est vrai qu'on se heurte, il faut bien le dire, au modèle qui a été le modèle français jusqu'à aujourd'hui, hérité du modèle napoléonien, où la loi doit s'appliquer partout de la même façon. Mais je constate, et ça je le dis souvent à l'Assemblée nationale, et je leur dis, bah, écoutez, l'exception française, oui, mais regardez tous les pays qui nous entourent. Ce sont tous des États fédéraux dans lesquels les régions ont le pouvoir réglementaire avec plus ou moins de latitude. Avec plus ou moins de latitude. Donc, c'est, me semble-t-il, le chemin vers lequel nous devons aller. Et dans la loi NOTRe, il y a quelques petits lueurs d'espoir. Et donc il faudra que ces lueurs d'espoir, il y a un moment donné, puisque l'important c'est toujours de faire un pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous êtes réveillé un jour en disant voilà, le grand soir c'est demain, mais je ne crois pas au grand soir. Je crois à une action précise, sur le long terme, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire effectivement évoluer les choses. Alors c'est compliqué en ce moment sur ce domaine-là. Il y a d'autres domaines où c'est un peu moins compliqué. Par exemple, sur la langue bretonne, on peut effectivement marquer quelques points. C'est un débat qui reste relativement
délicat, mais pas tant que ça. Ça a à peu près tranché du côté de la gauche. C'est-à-dire, globalement, cette question-là est réglée au sein du Parti Socialiste. Donc c'est déjà, à part, bon, il y a toujours des gens qui se rencontrent, hein, de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais cette question-là est à peu près réglée. À peu près. Après, il faut pousser à droite ou à gauche pour pouvoir avoir ce que l'on réclame. Souvent, d'ailleurs, ce sont les administratifs qui nous bloquent, plus que les politiques. Parce que aller voir un administratif parisien et expliquer-lui que les langues régionales, c'est important, il a un peu de mal à comprendre. Et donc il faut des arbitrages, il faut que ça descende du Premier ministre. Ils disent, bon, il faut bouger là-dessus. Et à ce moment-là, on arrive à les faire bouger, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça bouge quand même. Donc c'est une action, effectivement, qui doit être... Et on voit bien que, à la fois, ce qu'on fait en région les interroge, même si c'est loin pour eux. Rennes, c'est loin pour eux. Vu de Paris, c'est loin. Alors en Bayonne, je vous raconte pas. Mais ça les interroge et ça va les faire bouger. Et puis évidemment, il y a un élément qui est important, et je crois que c'est important que nous ayons effectivement des gens qui se présentent aux élections pour porter ces idées-là. Et c'est important aussi que nous ayons des élus. Parce que c'est ce qui permet de faire peser à un moment donné, et ce qui permet aussi de discuter avec les autres. Quand je leur dis, parfois, bon, je m'amuse un peu, je dois avouer, je leur dis, vous ne trouvez pas un peu bizarre, vous qui êtes des républicains, des vrais républicains, l'article 2 de la Constitution dit la langue de la République est le français. Mais j'en dis, le français, c'est bien un marqueur ethnique. C'est bien le marqueur de la francité. Alors comment vous pouvez m'expliquer que finalement, quand on est républicain, on dit, ben voilà, on n'a pas de religion, pas de machin, pas d'ethnie, pas de bidule. Ce qui compte, c'est le contrat social et c'est le fait qu'on est un être politique, et vous ramenez ça finalement à l'ethnie française. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous confondez citoyenneté et francité. Alors, en général, j'ai pas de réponse. Ça les emmerde un peu quand même. Hein. Alors, certains vous diront, surtout à gauche, parce que ça, effectivement, et puis ça, quelque part, ça rappelle quelque part le système colonial, etc. Alors donc ça les interroge beaucoup. Bon, à droite, c'est plus compliqué parce qu'en général, ils disent, bon, de toute façon, nous on est français, puis on n'est que ça. Sauf, pas tout le monde. Il y en a qui, de ce côté-là aussi, ont quelques réflexions. Donc vous voyez, je crois que c'est important que cette parole-là soit portée, et qu'elle soit portée par des gens qui se présentent, et évidemment par des élus pour faire... Parce que quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là non plus pour donner une autre voix. Et pour peu que vous le fassiez avec le sourire, vous pouvez leur dire des choses fort désagréables. Et ça m'arrive, et donc ça, effectivement, ça les fait réfléchir. Alors, il y a quand même quelque chose qui, bon, j'y ai un peu participé, je n'ai pas été le seul, bien sûr, mais la charte européenne des langues minoritaires, quand même, à l'Assemblée nationale, quand elle est passée, il fallait les 3/5, on a eu à peu près 70%. Des députés qui ont voté pour. Ce qui prouve bien quand même qu'il y a un certain nombre d'idées qui finissent par avancer dans la société. On a eu une majorité des 3/5 plus à peu près 50 voix. Donc ce qui est quand même considérable. Et là, je dois avouer qu'à peu près, on peut dire que dans la plupart, je pense que la plupart de tous les groupes politiques ont voté majoritairement pour. Donc c'est quand même, il y a des choses quand même qui se font comme ça. Alors après, évidemment, il faut que ça passe au Sénat, etc. C'est pas toujours la préoccupation du gouvernement. On lui rappelle qu'il faudrait qu'il le fasse. Alors j'espère qu'il va effectivement pousser à ce niveau-là, mais bon, c'est un des combats que je mène en rappelant à une certaine périodicité les promesses qui ont été faites. Puis c'est vrai que j'ai pas de mal à même lui dire le numéro, celle-là. C'est la promesse 56 du candidat Hollande. Donc, vous voyez que c'est... Non, alors, vous voyez, juste pour vous dire que moi, je vous soutiens évidemment dans votre combat. Et puis, soyons pragmatiques, soyons concrets, soyons avec les gens, parce qu'on ne change pas une société tout seul, on ne peut le faire qu'avec les autres. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, éventuellement, vous allez votre bouteille, là, vous allez mettre de l'eau dedans, dans votre vin, mais il faut le faire comme ça. Parce qu'on ne peut faire sens que si on le fait société. Le jour où on aura compris ça,
eh bien, je pense qu'on aura beaucoup d'élus et que nos idées avanceront beaucoup plus rapidement. Je vous remercie. C'est important d'avoir aussi le retour de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que nous, on a le nez